Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va découvrir Dominique Gontier avec la complicité d'Alain Bled. On va parler d'un itinéraire pas facile, celui d'un enfant jeté. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Alain Bled. Bonsoir. Bonsoir Dominique Gontier. Bonsoir. La question, alors voilà, je vous montre tout de suite l'ouvrage, L'enfant jeté. L'enfant jeté, Alain Bled, c'est... Alors voilà, à la base, comme tu sais, Gismi, je fais un peu de radio au Tampon, et on a une animatrice qui a rencontré Dominique quand elle se baladait au parc des Palmiers, puisque Dominique est gardien au parc des Palmiers du Tampon. Et alors, il lui a raconté son histoire, puisqu'elle fait des récits de vie sur Radio Sud Plus, et donc elle a été tellement touchée par son histoire, elle lui a dit, lui d'ailleurs avait envie lui-même, Dominique, de raconter sa vie dans un livre, d'exorciser tout ça. Alors on a dit chiche, pourquoi pas, et puis on a sorti le livre La vie de l'enfant jeté. Et l'enfant jeté, depuis la naissance, il racontera mieux que moi, c'est son histoire. Et Jules Bénard a fait un article sur Zinfo il y a quelque temps, il a trouvé un très bon titre également, Itinéraire d'un enfant pas gâté. C'est pas mal trouvé de la part de Jules. Alors on a fait ce livre à deux mains, on va dire, pendant à peu près un mois. J'ai été le voir au Parc des Palmiers, et puis pendant 2 ou 3 heures, il me racontait sa vie. Et moi j'écrivais tout simplement ce qu'il me racontait, sans rien changer. Après, on a revu ensemble le texte, et puis on a fini par le faire éditer. Voilà, c'est une belle histoire avec plein d'intervenants sympas. L'enfant jeté, récit de vie, Dominique Gontier. Dominique Gontier, c'est une façon d'exorciser, une façon de se guérir. Oh oui. Ça m'a beaucoup servi. Donc, je pensais pas ça aurait autant de répercussions sur moi. Mais là, ça a complètement changé ma vie. Donc, là, je me sens quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est le fait que les gens ont connu ou connaissent la souffrance de l'enfant d'abord et de l'homme ensuite. C'est ça qui aide un petit peu. Oui. Ça aide. Ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup. Comme moi, je traînais un peu dans les rues au Tampon. Donc, je me bagarrais, tout ça. Donc, j'étais un mauvais garçon, quoi. Tout le monde voyait cette image-là. Mais ils ne savaient pas mon histoire. Donc, moi, je voulais montrer ça. Qui est Dominique Gontier ? Alors, qui est l'enfant Dominique Gontier ? L'enfant Dominique Gontier est né à Saint-Denis en 1965, 21 février, plus exactement. Et j'étais placé chez des gens au bout de 40 jours, quoi. Et donc, moi, je pensais que cette famille adoptive était mes vrais parents. Et moi, j'ai connu plus tard, après, parce que quand je recevais des coups et tout ça, on me traitait de bâtard, on me traitait de tous les noms, quoi. Et ouais, tu vas ressembler à ta mère, etc., etc. Donc là, je me suis demandé, je suis pas votre enfant, quoi. Et c'est là que moi, j'ai grandi avec ça. C'est ce qu'on dit, un enfant de la DAS à l'époque ? Ouais, un enfant de la DAS. C'était ça. Ouais. Et à quel âge Dominique Gontier avait quel âge quand il a appris qu'il n'était pas l'enfant de cette... Vers 13 ans. 13 ans. Vers 13 ans, ouais. Et on ressent quoi ? C'est inexplicable, mais on ressent encore une fois jeté, quoi. J'allais dire, quelque part, c'est surtout en soi, et Alain Bled sans doute le sait aussi, parce qu'il a dû le voir des gens, c'est que on est l'enfant de personne, finalement. On n'est rien, on est personne. Oui. Et pour tout le monde, d'ailleurs, parce que ça vous suit toute votre vie, même jusqu'à aujourd'hui. Et Alain Bled, quand vous avez écouté Dominique Gontier vous raconter cette enfance, comment vous avez accueilli ces informations ? Alors lui, c'est vraiment un condensé de toutes les catastrophes qui peuvent arriver à un enfant depuis sa naissance. Vraiment abandonné par sa maman, une famille, au départ, une marâtre qui l'élève la première année, après placé dans une famille d'accueil où ça se passe bien au début, mais manque de peau, le mari
meurt, et donc le nouveau petit père est catastrophique également. Sa femme du coup le suit, parce que la femme suit toujours l'homme, hein. À cette époque, déjà la libération de la femme, elle est toujours pas faite, mais elle était encore moins certainement il y a 20-25 ans. Et tout ça fait que il s'est retrouvé dans la rue, dans un foyer, et puis finalement SDF au parc Jean de Cambière. Enfin, c'est épouvantable. Lui-même, il peut pas en parler sans avoir des larmes aux yeux. Là, à quel moment l'idée de partir Dès l'âge de 13 ans. J'en avais marre de recevoir des coups. Donc je me suis dit, je m'en vais. D'accord. Et quand on dit on va où, c'est vraiment... Et moi, j'ai demandé à ma mère adoptive de choisir entre le monsieur, le fameux petit père, ou moi. Elle m'a dit, non, c'est lui l'homme à la maison, c'est lui qui amène l'argent, donc c'est toi qui dois partir. Donc moi, je voulais pas partir, mais quand je suis arrivé à la maison, il restait un sac de riz et une marmite dans un loyer de, je sais plus, 900 francs dans ce temps-là. Et je me suis retrouvé tout seul là, dans ce loyer-là, et que je pouvais pas payer d'ailleurs. Ouais. Donc je m'enfermais, jusqu'au jour où le propriétaire est arrivé, il m'a découvert dans la maison, et il pensait que c'était cette dame-là qui voulait plus payer le loyer au bout de 2-3 mois. Et c'était moi qui étais dans la maison, il voulait me tabasser et tout, mais quand il a ouvert la porte, il a vu un jeune, un marmaille qui faisait pitié, quoi. Il avait rien, il n'y avait pas de meubles, il dormait par terre. Et donc là, il m'a dit, bon, je te donne 2 mois pour partir. Donc là, c'est là que j'ai réfléchi, je vais où? Et je me suis dit, je vais aller dans la rue. Je vais aller dormir dehors. Parce que c'est la seule place où on se sentait bien, quoi. Parce qu'on ne voulait plus aller chez les gens. Oui, parce qu'il y a eu les échecs, oui. Les échecs précédents. On n'avait plus envie de recommencer. À quel moment le choix de partir dans un foyer? Le choix de partir dans un... Je suis allé dans le foyer avant ça. D'accord. J'étais placé avant ça. J'étais placé vers 8 ans et demi. Parce que je fuyais l'école, je voulais pas aller au catéchisme, je voulais pas aller ni au dentiste, ni rien. Donc on m'a placé dans ce foyer-là. Mais entre-temps, je venais, mais j'ai découvert ce petit père. Ils se sont mariés, et j'étais pas invité. Quand je suis arrivé, donc j'avais mes habitudes avec mon frère et tout qui habitait là. Et lui, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi, ton papa. J'ai dit non, t'es pas mon papa. Elle dit si, tu vas marcher au pas et ce sera comme ça. Et après, je suis retourné au foyer, je voulais plus venir du tout. Et le foyer m'a obligé quelque part, parce qu'il vous obligeait de partir en week-end, en vacances et tout ça. Et à quel moment l'adolescent a dit qu'il faut faire un choix? À quel âge il y a eu ce choix? En 13-15 ans. En 13-15 ans, je me suis dit, non, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, je vais partir. Et j'ai quitté le foyer, j'ai tout abandonné, parce que je voulais pas partir là-bas non plus, je voulais pas rester là-bas non plus, parce qu'on me comprenait pas quelque part. Et voilà, je me suis retrouvé dans la rue, comme ça, au 12e kilomètre. Pendant combien de temps dans la rue? Pas mal d'années. Je dirais de 13 ans à 18 ans. D'accord. Et où dormez où? Je dormais au départ, je dormais au 12e dans une vieille école qui était à case. Je dormais dans les toilettes sur une table de cantine. Et j'avais des amis qui venaient me donner à manger le soir. Il y avait mon petit frère aussi qui portait à manger pour moi parce que même étant dehors, ma mère adoptive me envoyait mon frère à porter à manger pour moi. Donc il venait toujours porter à manger. Donc après, comme à un certain moment, il n'y avait plus de manger, donc on était obligé d'aller marcher un peu la nuit, de faire des petits vols, de voler des pains le matin, tout ça. Donc, et à 18 ans? À 18 ans, c'était mon entrée en prison. Le jour de mes 18 ans d'ailleurs. Pour le vol? Pour un vol ou pour... Plein de choses, parce que je me bagarrais aussi avec les gendarmes. D'accord. Comme j'étais un peu rebelle, à cette période-là, et donc j'ai commencé, quand les gendarmes venaient m'attraper, donc je me bagarrais avec eux, donc j'étais mis en prison pour... rébellion. Voilà, rébellion et vol. Combien de séjours en prison? 3 fois 8 mois. D'accord. 3 fois 1 an, mais j'étais gracié à chaque fois, donc j'étais libéré avant le... Quelle prison? Saint-Pierre. D'accord. Et à quel moment... où tu t'es dit qu'il faut passer à autre chose, il faut faire autre chose? Dès ma 3e fois en prison, parce que moi je voulais plus entrer, mais à chaque fois, comme dehors on n'avait rien,
Donc je me suis dit, ouais, ben, je vais repartir. Et là, j'ai essayé de trouver comment je vais faire pour repartir. Donc c'est un peu voulu aussi. Vous voyez? Donc je me suis dit, parce que dehors on n'avait rien, on était pris à partie, il y avait des vols de tous les côtés, des gendarmes venaient nous arrêter. D'accord. Il y avait des agressions, on disait que c'était nous, même si c'était pas nous, il fallait trouver un coupable. D'accord. Donc là je me suis dit, je vais rentrer en prison pour avoir de l'aide. Et à partir de là, comme il y avait un juge d'application des peines qui était très compréhensible, cette femme-là faisait très 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 bien son boulot parce qu'elle arrivait à détecter le bon côté dans la personne qui était soi-disant mauvaise. Ceux qui avaient vraiment envie de parce que moi j'avais quand même un bon côté, j'étais travailleur, j'étais quelqu'un de sportif, je voulais pas continuer à boire, à fumer du zamal ou quoi que ce soit. Donc moi je voulais m'en sortir. Et après j'ai rencontré Guito Lorette qui était un éducateur, elle m'a fait libérer. Et elle m'a dit, tu seras suivi par ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, ça a été comme un père, un deuxième père pour moi. Donc, et lui, il m'a aidé, franchement. Il a tout essayé. Mais, moi étant, comment dirais-je... instable? Pas instable. Moi, j'aimais bien aider les autres. Donc, à cette période-là, j'ai rencontré ma femme, mon ex-femme, que j'ai fait des enfants avec. Et elle était dans la rue aussi, elle était en fugue d'un foyer, donc moi j'ai pris sous mes ailes. Et lui, il m'a prévenu, il m'a dit, mais là je t'aide, et toi tu vas encore prendre des gens dehors, mais ça va pas. Il me dit, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, je vais faire des enfants, je vais fonder une famille, je vais m'en sortir, vous allez voir. Et il m'a dit, d'accord, je vais faire. Mais il a pris un peu sur lui, quoi. Et cet homme-là, mais bon, malchance, ça n'a pas tourné comme je voulais. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans mon couple. Non, je ne vais pas mettre la faute sur mon ex ou moi. C'est un contexte. Voilà. Mais ça a été galère pendant 30 ans. Quoi. À quel moment il y a cette envie de trouver un cadre apaisant, pour être apaisé, pour être tranquille? À quel moment il y a eu cette envie de dire il faut que ça s'arrête un moment? Ouais, parce que moi, après, en étant dans la rue, j'ai rencontré ma mère. Et elle buvait. Elle avait deux bouteilles de rhum dans une bertelle sur son dos. Et elle me dit, t'es mon fils, viens m'embrasser. Et moi, je savais un petit peu que c'était ma mère. Parce qu'on m'avait déjà... Et donc, moi, je lui ai dit, d'accord, je te fais un bisou, mais à une condition, que tu vides les 2 bouteilles. Elle m'a dit, viens vider toi-même. Donc, j'ai pris les 2 bouteilles, j'ai vidé. Et là, j'ai fait un câlin pour la faire plaisir, quoi. Mais c'était pas mon intention parce qu'elle m'avait jeté, donc quelque part j'étais encore. T'avais pas envie de pardonner en ce moment? Non, pas vraiment. Mais vu sa situation, je lui ai demandé, tu habites où? Elle m'a dit, je squatte une maison. Donc j'ai dit, je peux venir avec toi parce que j'ai pas de. Et là, je suis parti chez elle. Et le moment où le déclic est venu à sa mort. D'accord. À sa mort. Elle était morte d'un accident de voiture presque devant moi, quoi. Hein. Elle est partie à la boutique, elle m'a dit de mettre le riz au feu. Elle allait chercher un carré. À ce temps-là, c'était le magasin Champion. Donc, quand elle est revenue, il y a une voiture qui montait vite, ça l'a percuté. Et quand je suis sorti, j'ai vu ça, j'étais... D'accord. Et là, ça m'a fait un déclic de fonder une famille, d'essayer d'oublier tout ça. Et, Dominique Gontier avait quel âge à ce moment-là? On va dire une vingtaine d'années, à peu près. D'accord. En 19 et... Ouais. Et l'armée, ça n'a pas été... Non, j'ai pas été pris. J'ai pas été pris parce que j'étais mauvais garçon. Et à cette période-là, on prenait pas. Et ils ont eu tort, d'ailleurs, parce que... Et par contre, pas l'APK? Non, j'étais au foyer scalaire à Saint-Gilles. D'accord. C'était à peu près un petit APK, voilà, on dira comme ça. Alain Bled, quand on regarde ce que dit Dominique Gontier, lorsque le sort s'acharne, c'est le cas en tout cas. Le sort s'est acharné pendant des décennies sur lui. Il a quand même trouvé finalement un petit boulot au tampon, à la mairie du tampon. Mais il y avait encore des hauts et des bas, et puis on a vu le niveau sentimental. Mais finalement, il a réussi à surmonter tout ça, et ça prouve quand même qu'on peut y arriver, que rien n'est jamais perdu, et c'est une belle leçon de vie. Hein.
C'est une belle leçon de vie, et quand on a vu ça, on a dit... Et maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu plein de gens maintenant qui se sont ligués à travers ce livre. On a une dédicace, j'avais demandé à Gilbert Pugna de faire la préface. Il était éducateur au départ. Parce que j'étais à l'OA moi-même. D'accord. Il n'était pas dans le même groupe que j'étais. Ouais. Il était moniteur dans un autre groupe, mais moi je voyais. Et après, par la suite, comme moi j'aime bien la musique, donc la musique réunionnaise en particulier, et je me dis, ouais, mais c'est Monsieur Gilbert. Oui, et je crois que c'est à l'époque où il avait écrit son premier Grand-mère Cal. Oui, il n'avait pas encore les cheveux longs. Parce qu'il en a écrit 2, et le premier, je crois qu'il a écrit dans les années 70. Ouais. Là, alors, oui. Non, vas-y. Oui, non, je voulais parler aussi de l'éditeur. En fait, c'est Arnold Jacou, l'Éclipse du temps, qui est spécialisé dans les récits de vie ou dans les histoires à tendance sociale, puisque lui c'est un psychosociologue. Oui, j'allais dire. Et il a entre autres édité les récits, les histoires de vie de Jules Bénard, et puis ses propres romans. Et alors, j'ai mis du temps, on a mis un petit peu de temps à trouver un éditeur, parce qu'au départ, il y en a qui disaient, ouais, c'est pas assez littéraire. Oui, les gens préfèrent le roman, alors que là, c'est pas un roman. Ça ressemble à un roman, mais c'est vraiment tout est vrai, quoi. Et en même temps, on n'a pas voulu faire un gros pavé. C'est pas très long, mais c'est vraiment taillé, ça dit brut de décoffrage, les choses. Oui. Et puis il y a également une petite description de la prison de Saint-Pierre, et puis des foyers de l'époque, la manière dont les enfants étaient malheureusement maltraités bien souvent. Il y a quelques décennies de ça, il n'y a pas si longtemps. Voilà, c'est toute une histoire, un condensé de vie, de l'histoire de la Réunion dans le domaine social, à travers un seul homme. Et pourquoi j'ai parlé de la PK tout à l'heure, j'en ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont passées par la PK. Et pour eux aussi, par contre, la PK reste un bon souvenir. Et parce qu'ils ont trouvé un cadre pour pour qu'ils puissent se construire. Moi, le foyer, c'est un très bon souvenir, parce que c'est les meilleurs moments de ma vie. J'ai grandi à Saint-Gilles, donc pendant 6 ans, pieds dans l'eau. Mais bon, l'éducation était... Comme j'étais mauvais garçon, donc c'était une maison de correction, donc il fallait... Oui, voilà, le mot, une maison de correction. Une maison de correction. Ça rappelle la première qu'ils avaient fait à... Alors c'est au tout début de l'histoire de la Réunion. Au début du siècle, il y a eu un livre paru là-dessus. Les enfants, vraiment très j'essaie de retrouver le nom. La prison pour enfants, c'était une prison pour enfants. C'était une prison, oui, c'était du côté de... Là, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais ça montre aussi que malgré, dans cette souffrance-là, on arrive à ressortir quelque chose. Ouais. Il reste quelque chose. Aujourd'hui, Dominique Gontier, qu'est-ce qui reste de ce parcours? Et vous en êtes où dans votre vie? À vrai dire, parce que là, je redémarre ma vie, je change carrément de façon de vivre depuis le livre, quoi. Et là, si je vous explique là comment je vais habiter, où je vais habiter, personne ne pourra me croire. Mais là, je vais redémarrer une nouvelle vie. D'accord. Une nouvelle vie, je vais habiter carrément dans la rivière, quoi. Dans le bas de la rivière. Donc, sous tente, comme les gilets jaunes. Repartir à zéro? Repartir. C'est une envie ou mais avec de l'expérience derrière, vous voyez. Pour moi, c'est pas démarrer à zéro, comme il y a mon expérience derrière. Donc, moi, j'aime bien les animaux, tout ça. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce terrain-là. Mais comme j'avais un boulot au Parc des Palmiers qui me prenait beaucoup, beaucoup de temps, et j'ai travaillé les week-ends et tout ça, donc là, j'ai changé de service pour pouvoir m'occuper Et moi, je me suis dit, pourquoi payer un loyer? Comme nous, on est des durs, soi-disant durs, au cœur tendre peut-être, mais durs, parce qu'il faut vraiment être dur pour vivre comme ça. Et moi, ça me plaît. Et je vais faire ça pendant 4-5 ans, je sais pas, jusqu'à 60 ans peut-être. D'accord. Et les relations avec les enfants? Difficile. D'accord. Difficile parce que les enfants, ils se rendent pas compte de ce que j'ai vécu. Quand je parle, comme il y avait beaucoup d'instabilité, il y avait 2 façons de voir. Donc quand je parlais, j'avais... D'accord. Donc, il y a un rejet de ça. Aujourd'hui, quel serait le message aux personnes qui sont dans les épreuves, dans la souffrance? Qu'est-ce que Dominique Gontier pourrait leur dire pour leur apporter déjà, la première chose, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager, il faut pas tomber dans l'alcool ou quoi que ce soit. Il faut travailler, il faut
il faut foncer, quoi. Il faut aller de l'avant et ne pas avoir des idées suicidaires ou quoi que ce soit, parce que ça m'est passé par la tête plusieurs fois. Mais il faut être fort, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Alain Bled, j'allais dire un parcours exemplaire. Exemplaire, oui. À la fin, tout se termine bien. Enfin, c'est pas terminé d'ailleurs. Mais c'est pas terminé. C'est appelé à devenir de mieux en mieux. Même ce petit ça va être livre, encore difficile, mais on bon. peut en être fier de ce petit livre parce qu'il amène vraiment un côté positif à la vie. On envisage d'ailleurs de le présenter même dans les prisons éventuellement avec l'association Lire pour en sortir. Je leur en ai déjà parlé. Je leur ai dit, mais est-ce que vous pensez que présenter à des prisonniers un livre d'un prisonnier, c'est peut-être pas ça. Mais ici justement, ça donne une leçon de vie formidable. Et voilà, c'est un livre qui mérite d'être lu à tous les âges d'ailleurs, et d'ailleurs qui rencontre déjà pas mal de succès. Et là, on est content pour ça parce que voilà, les gens sont touchés par cette histoire. Merci Alain Bled, merci Dominique Gontier. Donc le plaisir était pour moi. Hein. Non, merci à vous. En tout cas, si vous avez l'occasion de revenir et de nous parler de votre expérience au bas de la rivière, on vous accueillera avec plaisir. Et pas de souci. Avec Alain d'ailleurs. Merci Alain, merci Dominique Gontier. On va tourner une page, on se voit juste après. Le modelage au bol de Canso et je vais vous montrer justement un petit peu la pratique, rappeler en quoi ça consiste. C'est très important. Aujourd'hui, on a le plaisir donc d'avoir Michèle avec nous pour ce bol de Canso. C'est sa deuxième séance. Elle a déjà eu une première séance. On va pouvoir avoir son témoignage un petit peu après, son ressenti du bol de Canso. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous le montrer. Alors, d'abord, c'est quoi le bol de Canso ? Alors, le bol de Canso, comme on l'avait dit, donc c'est un modelage qui va permettre d'enlever un petit peu l'anxiété, le feu. Le bol, si vous voulez, donc, il se présente comme ceci. Donc, il est composé de 4 métaux, le zinc, le cuivre, et du coup, il y a l'étain aussi également, et de l'or. Du coup, en fait, le cuivre, il va permettre justement l'absorption du feu. C'est un équilibre aussi entre l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc du coup, il va enlever le feu au niveau du corps, c'est-à-dire tout ce qui est anxiété, stress. Il va jouer sur l'articulation. Il va jouer aussi également sur tout ce qui est fracture. Il va jouer aussi également sur tout ce qui est régulation donc au niveau ventral, intestin, problème si on a des soucis pendant les douleurs menstruelles. Et il va permettre aussi d'apaiser le sommeil, de retrouver un meilleur sommeil. Voilà, au niveau du bol. On va commencer par la tête, puis on aura une partie au niveau du ventre et puis une partie au niveau des jambes. Donc on va commencer en fait par un modelage au niveau de la tête. Donc sans le bol. Après avec le bol, on va le pratiquer sur le ventre et sur les jambes. On va le pratiquer avec un beurre de karité, non avec des huiles essentielles ni une huile en règle générale. Pourquoi ? Parce que les huiles essentielles vont permettre en fait la non-efficacité ou propagation, je dirais, de l'effet du métal. Il va couper en fait, donc il va faire comme un coupe-feu et donc c'est vraiment pas le but. C'est pour ça qu'on le pratique avec du beurre de karité. En Inde, parce que ce massage vient de l'Inde, il est pratiqué avec du ghee. Mais comme au niveau de l'odeur, en fin de compte, c'est pas forcément toléré, je dirais, des occidentaux. Donc du coup, on a trouvé quelque chose qui se rapproche, donc on prend du beurre de karité. Et donc du coup aussi, comme c'est un principe indien, il faut savoir qu'à l'époque, c'est les enfants en fait, âgés entre 4 et 5 ans qui le pratiquaient sur les grands-parents parce qu'ils l'apprennent très jeunes en échange d'histoire, de culture. Donc c'est vraiment un échange entre l'enfant et le grand-parent. Donc c'est une anecdote que j'avais envie de vous partager. Voilà. Et puis c'est également une médecine qui va se pratiquer sur ce qu'on appelle les méridiens, ou tout ce qui est vraiment lié aussi
aux chakras. Donc il y a plusieurs choses. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc on va permettre vraiment de réguler en fait ces méridiens-là également. Voilà. Au niveau du plexus solaire. Donc ça c'était la rotation, ensuite on va faire ce qu'on appelle les frottements. On va faire le mouvement de serpent, entre guillemets, avec les vagues. C'est vraiment les 4 mouvements qui sont pratiqués avec le bol. Et avec le bol, on va toujours répéter nos 4 mouvements en fait. Voilà.